Merci beaucoup. Donc, la dernière fois, j'ai parlé des espaces adéliques rigides. J'ai défini leur hauteur, degré, pente. Là, je vais définir la hauteur des points d'un espace adélique rigide. Et ensuite, on aura tous les outils pour parler des minima et des pentes. Alors, je vais même prendre simplement au départ un espace adélique. Et je vais définir une hauteur des points, pas seulement sur les espaces adéliques rigides. Alors, si je prends un espace adélique quelconque, ça risque de ne pas marcher. Donc, je vais définir une notion un peu ad hoc. Je vais dire que E est intégrable. Bon, c'est une notion qui n'est pas... enfin, que j'ai inventée pour ce cours, disons. Si pour toute place, pour tout x dans E non nul, la fonction qui a une place associe le logarithme de la norme de x en E, relativement à V, donc relativement à cette place. Donc cette fonction-là est intégrable intégrable par rapport à la mesure sur l'espace topologique V de K que j'ai défini la dernière fois. J'ai défini une mesure et donc je demande que cette fonction-là soit lambda intégrable. Donc évidemment, un espace adélique rigide est intégrable. Alors, bon, je vous laisse faire ce genre de vérification. Et pourquoi je ne définis pas seulement la notion pour les espaces rigides? La raison est que j'ai envie aussi de dire que un produit injectif, donc qui n'est pas un espace adélique rigide, donc un produit injectif d'espace adélique rigide, est aussi intégrable. Bon, c'est essentiellement ça que je vais utiliser, enfin que j'utiliserai peut-être selon le temps, mais voilà. Je ne donne aucune propriété spécifique des... Enfin, j'étudie pas la notion d'intégrabilité, voilà, j'ai juste besoin de ça. Et donc, une fois que j'ai une fonction intégrable, eh bien, je vais l'intégrer, ça va me faire la hauteur. Alors, plus précisément, je veux des hauteurs multiplicatives, donc je vais prendre des exponentielles. Donc, je prends un espace adélique intégrable. Et x dans E. La hauteur de x est 0 si x égale 0 et exponentielle de l'intégrale de la fonction d'à côté si x est non nul. Donc cette hauteur est une hauteur projective, c'est-à-dire que si on remplace x par lambda x, la formule du produit laisse invariant la hauteur. La hauteur, c'est la hauteur de la droite engendrée par x en fait. Quel que soit lambda dans K étoile. Donc K, je vous rappelle, c'est une extension algébrique de Q, pas forcément un corps de nombre. Donc exemple, donc c'est la mesure que j'ai définie la dernière fois sur V de K. Donc ça, c'est la mesure
sur V de K défini dans le précédent cours, donc qui était caractérisé par le fait que sur les ouverts compacts VV de K, on avait des formules de ce type-là. Où L, ici, est un corps de nombre inclus dans K. Et VV de K, donc V, c'est une place de L. Et VV de K, c'est l'ensemble des places de K au-dessus de V. Donc ça caractérise d'une certaine mesure borelienne sur l'espace topologique des places de K. Et j'intègre par rapport à cette mesure. Alors, c'est une manière d'écrire, en fait. On pourrait, à un X fixé, on pourrait fixer un corps de nombre qui contient, sur lequel X est défini, E est défini, et en fait, ça reviendrait à faire, ça je vais le dire dans un instant, ça reviendrait à faire des produits sur les normes de X avec des coefficients locaux de ce type-là. Alors ça, je vais l'écrire. Donc, l'exemple peut-être le plus simple, c'est l'exemple, quelle est la hauteur d'un point de l'espace standard Q de n. Alors, le point, je vais écrire une formule, et les xi appartiennent à z. Donc ici, x1, xn appartiennent à z. Non tous nuls. Oui, c'est mieux pour écrire cette formule. Bon. Voilà, donc ça c'est un petit calcul très, très, très simple qui vous donne une idée de ce qu'est cette hauteur. On peut se demander quelle est la hauteur. Donc si on a un réseau euclidien, c'est toujours mon fil conducteur. Mon réseau euclidien, pour relier ce que je suis en train de faire à la géométrie des nombres classiques. Donc j'ai un réseau euclidien mettons dans Rn, enfin je peux prendre lambda tenseur comme Rn. J'ai un réseau euclidien et que vaut la hauteur? Alors la hauteur par rapport à E lambda, donc j'avais défini un espace adélique rigide associé à ce réseau, et la hauteur par rapport à cet espace adélique rigide d'un point x de E lambda est égale essentiellement à la norme de x. Alors ce n'est pas tout à fait la norme de x, c'est la norme de x multipliée par un nombre rationnel qui dépend de x. Donc là, il y a la partie finie de x dans le nombre rationnel, si vous voulez, et essentiellement, c'est quand même la norme de x. Bon, après, autre fait à observer, c'est que la hauteur de x, c'est la hauteur de E, quel que soit x dans E non nul, si E est de dimension 1. Donc les définitions sont compatibles. Dans ce cas-là, c'est très simple. Et donc c'est ce que je disais, la hauteur, je vais peut-être écrire ça là-bas, la hauteur pour un corps de nombre peut s'écrire comme un produit a priori infini, mais en fait le produit est fini puisque il n'existe qu'un nombre fini de places, dans le cas d'un quart de nombre, il n'existe qu'un nombre fini de places en lesquelles la norme de x est différente de 1. Donc ici, je fais un produit sur toutes les places de k, et puis je dois normaliser par mon facteur kv qv divisé par k sur q. D'accord? Produit fini. C'est a priori un produit infini. C'est peut-être pas très bien de l'écrire comme ça. Disons que le produit a un sens parce que la norme de x est égale à 1, quel que soit v en dehors d'un nombre fini. X est non nul, bien sûr.
pour x non nul, bien sûr. Voilà, donc ça c'est la hauteur des points d'un espace intégrable. Et par exemple, la hauteur d'un hyperplan, vous avez dans k puissance n plus 1 un hyperplan défini par des coefficients a0, x0 plus a1, x1 plus an, xn égale 0. Eh bien, la hauteur de cet hyperplan va être la hauteur du point a0, a1, an. Petit exercice. Bon. Vous avez des relations un peu de dualité entre hauteur des points, hauteur des espaces. Une propriété importante, c'est que la hauteur est invariante par extension des scalaires, du moins lorsque E est rigide. On va être prudent. Si E est rigide, alors, quelle que soit l'extension algébrique K', K, la hauteur d'un point de E tens K', enfin de l'espace rigide EK', la hauteur de x est égale à la hauteur de x par rapport à E, si x appartient à E, bien sûr. Sinon, ça n'aurait pas de sens de prendre la hauteur de x par rapport à E. Voilà, donc vous pouvez étendre vos scalaires et la hauteur d'un point ne bouge pas. Et je mentionne également une propriété intéressante, je pense, qui donne des informations non triviales sur les hauteurs, inégalité de convexité, à savoir que si vous avez plusieurs espaces oui, intégrables. Alors, dans mes notes, j'ai écrit intégrable. Oui, je pense que ça marche avec intégrable. Bon, je n'ai pas eu le temps de vérifier vraiment, mais je crois que ça marche. EAEN intégrable. En tout cas, ça marche avec rigide, c'est sûr. Ah oui, alors ce que je n'ai pas fait, par contre, c'est définir la somme directe de choses intégrables. Donc ça, ce n'est pas très raisonnable. Je vais prendre rigide ici. Eh bien, donc vous avez plusieurs espaces adéliques rigides sur le même corps K. Vous avez, dans chaque espace, vous prenez un point xi. Eh bien, la hauteur, vous pouvez vous demander quelle est la hauteur, enfin, quelle est, c'est un grand mot, mais comparer la hauteur de x1, xn vu comme point de E1 plus, enfin, somme directe avec E2, somme directe avec En. Eh bien, on a une inégalité de ce type-là. Ah oui, j'ai aussi fait une erreur, j'ai mis un carré. Donc là, je corrige une erreur de mes notes. Il n'y a pas de carré ici si on met une racine carrée de l'autre côté. Donc je fais la somme des hauteurs au carré, je prends la racine carrée et je fais ça. Voilà, donc ça c'est une inégalité non triviale. Alors ça se démontre avec de la convexité. Si je voulais être un peu pédant, je pourrais évoquer le théorème de Brun-Minkowski. Bon, si on veut... mais après, c'est juste de la convexité. C'est un cas particulier du théorème de Brun-Minkowski. Le cas particulier est parallélépipède, disons. Bon. Voilà, donc ça, ça concernait les hauteurs. Et maintenant, je vais pouvoir aborder les minima et les pentes d'un espace adélique rigide, voire d'un espace intégrable pour les minima, puisque j'ai une hauteur pour des espaces intégrables. Et donc là, je vais entrer dans le vif du sujet. J'ai tous les outils dont j'ai besoin pour définir les minima, les pentes, et comparer ou
énoncer des théorèmes de comparaison entre toutes ces notions. Donc je vais commencer par les minima successifs. Associés à un espace adélique rigide. De dimension n. Je vais appeler lambda 1 de E la borne inférieure des hauteurs de E pour les x non nuls. X dans E non nul. Donc je prends cette borne inférieure. Alors a priori, il n'est pas tout à fait clair qu'elle est non nulle, mais on peut démontrer qu'elle est strictement positive. Et donc il y a énormément, contrairement à la théorie classique, si vous voulez, il y a plusieurs façons de définir des minima associés à un espace adélique rigide. Là, je vais proposer 3 sortes de minima, ce qui est déjà énorme, mais il y en a encore d'autres. Il y a une vraie collection de différents minima qui peuvent avoir un intérêt selon ce qu'on fait. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est ensuite d'avoir des théorèmes de comparaison entre ces minima pour voir le problème avec certains minima et vouloir passer à d'autres minima, peut-être plus maniables ou je ne sais pas, des choses comme ça. Donc je vais définir 3 types de minima, sachant qu'il y en a d'autres, mais pour simplifier, je vais essayer de rester raisonnable. Successif. Au moins. Donc, je prends I, un entier entre 1 et n. Alors, je vais introduire des minima qui n'apparaissent pas vraiment dans la littérature, que je vais appeler de Boss chain. Si mon boss n'est plus là, mais si vous voyez, d'accord, on va voir. Bon, de toute façon, ça peut changer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le lambda n avec i égale n, je l'ai pris d'un texte de Jean-Benoît Bost et Wei Chen. Donc c'est pour ça que je me suis permis de les appeler comme ça. Donc ça va être le sup des lambda 1 de E sur F, avec F un sous-espace de E, un sous-espace vectoriel de dimension inférieure à I-1. Donc je prends sur E, donc j'ai une structure rigide, sur F, j'ai la structure induite, j'ai la structure quotient sur E sur F, donc j'ai le droit de prendre lambda 1, le plus petit, et je prends le sup sur tous les F. On dispose également des minima de Roy-Sander. Donc là, si vous voulez des dates, on peut mettre 2013. Bon, même si ce n'est pas écrit vraiment dans leur article de 2013. Enfin, disons qu'il y a le dernier. Roy-Sander, ce serait plus au milieu des années 90. Là, c'est les minima plus à la Minkowski, à savoir la borne inférieure des hauteurs. Je prends I point indépendant dans E. Je prends le maximum entre ces I hauteurs. Et donc X1, XI sont linéairement indépendants. Donc là, on reconnaît, lorsqu'on va prendre l'espace standard, lorsqu'on va prendre E égale E lambda, on va reconnaître les minima de Minkowski. Et puis, une autre catégorie, donc là, j'aurais pu écrire ça comme la borne inférieure des maximums sur un ensemble S, un sous-ensemble S de E, des hauteurs de points
enfin des suprémums d'ailleurs, des hauteurs de points de S, de grand S, avec la dimension de l'espace vectoriel engendré par grand S supérieure à I. Et je peux remplacer dimension d'espace vectoriel par dimension de la clôture de Zariski. Et là, j'obtiens ce qu'on appellerait les minima de Zhang. Donc là, pareil, Zhang, bon, il ne les a jamais introduits explicitement de cette manière. Enfin, la définition était un peu différente, mais c'est quand même essentiellement dans le cas particulier dans lequel je suis, ça correspond à ce que je vais dire là. À savoir, donc je prends la borne inférieure des hauteurs de x, des hauteurs de points pour x dans un ensemble S, où S est un sous-ensemble. Là, ce n'est pas sous-espace vectoriel, contrairement à ma notation précédente. Bon. Sous-ensemble seulement avec la dimension de la clôture de Zariski de S supérieure à I. Alors, la clôture de Zariski, c'est plus précisément non pas de S, mais de KS. L'ensemble des multiples lambda petit s, si vous voulez, avec lambda dans K et petit s dans grand S. Donc je remplace espace vectoriel engendré par vect par zar pour passer d'un minimum à l'autre. Et voilà. Alors ce qu'on peut dire de trivial sur ces minima, on peut les ranger dans le bon ordre. Le lambda 1 est plus petit que le lambda 2, etc. pour tous les types. Donc je vais écrire ça. Lambda 1, c'est en fait le même pour tout le monde. Hop. Donc ceux-là sont tous rangés dans cet ordre-là. Ceux-là sont tous finis, peu importe le corps. Donc celui-ci est égal à lambda 1 comme ça c'est trivial. De toute façon, dimension de f inférieure à 0, il n'y a pas le choix, c'est que f égale 0. Lambda 2 de E. On a aussi des flèches comme ça, enfin des inégalités comme ça. Hop. Et ceux-là sont également finis, quel que soit le corps. Celui-ci est aussi égal à Z1. Et après, ça se... Donc on a encore des flèches supérieures ou égales. Bon, qui ne sont pas pareilles, mais ce n'est pas grave. Et ici, par contre, c'est inférieur ou égal. Les ZI, je vais expliquer dans un instant, peuvent être infinis. Tous les autres, les lambda I en haut ou en bas, le I en haut ou en bas sont finis. Par contre, les ZI, à partir de n égale 2, peuvent être infinis. Alors, pour préciser quand est-ce qu'ils sont infinis ou pas, je vais rappeler ce que c'est qu'un corps de Northcott. Donc on va dire qu'un corps est de Northcott si, pour tout B strictement positif, l'ensemble des points de K par exemple, de hauteur, enfin dont la hauteur relative à K2, le point 1x inférieur à B, dont la hauteur est inférieure à B, dont la hauteur de 1x est inférieure à B, eh bien cet ensemble-là est fini. Donc par exemple, corps de nombre, hein, bien sûr, théorème de Northcott vous dit qu'un corps de nombre n'a qu'un nombre fini de points, enfin modulo la projectivité, de points de hauteur bornée. Eh bien, ces corps vont précisément être les corps à éviter pour avoir des minima de Zhang finis.
Donc on peut montrer donc ça c'est dans le texte avec Gaël Raymond, hein, Crelle 2017, que quel que soit n supérieur à 2, quel que soit E rigide de dimension n, les Zn, disons, est fini, si et seulement si K n'est pas un corps de Norskott. Pas de Norskott. Autrement dit, pour un corps de nombre, par exemple, enfin, c'est pas autrement dit, mais par exemple, pour un corps de nombre, vous ne pouvez pas considérer ces ZI. Ces ZI, à partir de i égale 2, sont tous infinis. Et donc, ils n'existent pas dans le langage de Minkowski. Minkowski était avec le corps K égale Q, donc il ne pouvait pas considérer ces minima. Bon. Alors, il y aurait beaucoup à dire hein, sur ces minima. Ça, c'est essentiellement étudié dans le texte qui est cité ici. À titre d'exemple, je peux donner des exemples simples. Par exemple, pour le space standard, puisque finalement c'est quand même l'espace le plus simple. Donc pour l'espace standard, le lambda 1, donc le plus petit jusqu'au lambda n le plus grand, sont tous égaux à 1. Sont tous égaux à 1 parce que on peut montrer, enfin on le verra plus tard, que celui-ci est inférieur à 1 et celui-ci est certainement inférieur à 1 en prenant la base canonique de Kn. Donc ces minimums sont tous égaux à 1. Par contre, pour les ZI, c'est beaucoup moins clair. Les ZI sont naturellement plus gros que les lambda I, bien sûr, mais vraiment plus gros même pour l'espace standard, même lorsque ce corps, même lorsqu'on est basé sur un corps qui n'est pas de Norskott, pour que ce soit fini quand même, sinon c'est vraiment infini, donc c'est très gros. Donc par exemple, si K contient un nombre infini de racines de l'unité, donc typiquement K égale Q bar, eh bien on peut montrer que ZI de K puissance n vaut racine de I. Donc je vais laisser ça comme exercice, mais ça utilise l'inégalité de convexité pour les hauteurs que j'ai mentionné juste avant. Enfin, on l'utilise en tout cas. Peut-être on peut le démontrer autrement, mais on utilise cette proposition. Donc vous voyez que là, les ZI grandissent avec n, alors qu'avant ils étaient complètement indépendants de n. Ici, Zn de Kn tend vers l'infini avec n. Et donc, ce que j'ai dit oralement, que je n'ai pas écrit, c'est que si on a K égale Q et E égale E lambda, hein, on a un réseau euclidien dans le cas classique Minkowski, eh bien, on retrouve les minima du milieu sont exactement ceux de Minkowski. Donc, on peut voir ces minima, au moins ceux du milieu, justement, comme une généralisation des minima de Minkowski. Alors, pour soulager les notations, hein, parce que je ne vais pas noter différemment, je vais noter lambda i avec un petit lambda, et puis je vais mettre une étoile, désigner l'un des trois types de minima. Un certain nombre de théorèmes vont être vrais pour n'importe quel type de minima. Ça repose sur des propriétés assez molles, j'ai envie de dire. Donc on utilisera notation. Je vais noter lambda i étoile, petit lambda, avec une étoile
Donc ça désigne soit lambda i comme ça, avec le i en haut, soit lambda i avec le i en bas, soit zi. Et l'étoile, donc l'étoile, je vais l'appeler BC pour Bost Chain, premier type. Alors je devrais noter RT, mais pour Roi Thunder, mais on n'a pas. Je vais noter lambda. Et pour Zhang, je vais noter Z. Alors, donc là, j'ai une. Bon, il y a des propriétés par extension de corps, mais ce qui n'est pas très clair, c'est le comportement de ces nombres lorsque je change E, lorsque j'étends les scalaires de E à une extension algébrique de K'. Donc, on a des résultats partiels. Je ne vais pas mentionner plus que ça, de décroissance. On a des résultats partiels de comportement de ces minima. Lorsque l'on change E en E K', où K' est une extension algébrique. Partiel, ça veut dire en fait, je ne suis pas sûr qu'on sache, ça je ne me souviens plus, mais est-ce qu'il y a égalité? Par exemple, on peut se demander est-ce qu'il y a égalité? Alors pour certains lambda, pour certaines étoiles, au moins les deux dernières, on sait démontrer inférieur ou égal par exemple, mais je ne suis pas sûr qu'on sache démontrer qu'il peut ne pas y avoir égalité. Enfin, c'est quel... Ah oui, non, pour Zhang, d'accord. Oui, d'accord, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, oui. D'accord, d'accord. Donc j'ai dit une bêtise, bien sûr. D'accord. Inférieur ou égal. Alors, donc je vais écrire... oui, d'accord. Oui, je ne pensais pas à ce Zhang. OK. Donc je vais écrire un truc précis. Étoile, donc lambda Z. Ça, c'est sûr, ça marche. Pour BC, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Et donc, autre proposition qui est liée à la convexité des hauteurs, à savoir que le lambda d'une somme directe est égal au minimum des lambda 1. Et donc ça se démontre avec le théorème de convexité des hauteurs. Alors je mentionne ça parce qu'on aura une propriété un peu analogue pour les pentes maximales, ou minimales en l'occurrence. Donc là, j'ai n espaces adéliques rigides. Je regarde le premier minimum de la somme directe. Et voilà. Donc là, j'ai trois types de minima. Et maintenant, j'ai envie d'avoir un quatrième type, et que je ne vais pas appeler minimum, mais qu'on va appeler plus traditionnellement pente. Mais en fait, d'une certaine manière, ça se compare à ces minima. Et ces pentes ont des avantages, ont certains avantages en tout cas par rapport à ces minimums. Donc j'ai un espace adélique rigide E de dimension n. Alors ce que je peux... Donc il y a une observation à faire. À savoir que la hauteur... Alors peut-être que je l'écrive. Oui, la hauteur
il existe une constante qui dépend de E, qui est strictement positive, telle que la hauteur de f est supérieure à cette constante pour tout sous-espace f de E. Donc la hauteur est minorée par une constante qui dépend de E. Alors la démonstration, donc rigide, je vous rappelle qu'il y a un isomorphisme avec k puissance n, et ensuite on déforme l'espace standard par une collection de matrices qui porte sur un compact. Donc si vous voulez, je peux encadrer les normes d'un point X. Alors, par la norme d'un idel, de cette manière-là, hein, juste comparaison de normes dans un espace de dimension finie. Hop. Donc ce procédé me permet d'avoir une comparaison identique sur les hauteurs. Hein, je travaille légèrement, j'ai une comparaison sur les hauteurs, à savoir que la hauteur de f, je peux voir f dans l'espace comme sous-espace de k puissance n, et j'ai la valeur absolue de a, donc le produit ou l'intégrale des logs de ap. Donc là, c'est la valeur, c'est un nombre construit par produit des ap, par exemple, à la puissance moins 1 fois la hauteur de phi de f. Donc là, avec ça, je me suis ramené comme un sous-espace de k puissance n. Donc là, voilà. Et là, j'ai un sous-espace de l'espace standard k puissance n. Pour calculer la hauteur d'un sous-espace, donc ça c'est fixé, pour calculer la hauteur pour minorer la hauteur d'un sous-espace, je peux dire que la hauteur de ce sous-espace c'est la hauteur du déterminant. Et le déterminant de phi de f, je peux le voir comme un point, si L est la dimension de f, je peux le voir comme un point du produit extérieur lambda L Kn. Et cet espace-là, en tant qu'espace adélique rigide, c'est un espace adélique rigide aussi avec la bonne dimension. Donc je vois ce point comme un point d'un espace, de l'espace standard K puissance la dimension qui convient. Et ce point est non nul, puisque, par définition, hein, j'ai pris f de dimension L. Ce point est non nul, et je veux dire que la hauteur d'un point non nul de k puissance n, ou d'un k puissance n, est strictement et non nul. Et ça peut être vu comme une conséquence de l'inégalité de convexité des hauteurs. Donc ça, c'est supérieur à 1 si x1, xn non tous nuls. Hein. Les coordonnées du déterminant de phi de f, il y a au moins une coordonnée non nulle. Et là, j'utilise le théorème de convexité des hauteurs, plus la formule du produit. Donc au final, ici, par exemple, on est supérieur à A-1, qui donne la constante. Oui. Oui. Par cette identification. Là, j'ai des coordonnées dans la base que j'avais. Oui, donc hier, j'ai en plus.
Donc la base qui définit, la base ici de K puissance n, la base canonique, est automatiquement une base orthonormée en toutes les places. Elle donne naturellement une base orthonormée de ce produit extérieur en toutes les places également, et ça permet d'identifier cet espace à celui-ci. Et donc, il y a une coordonnée ici qui est non nulle. Le grand N, c'est le binôme NL. Le grand N qui est là-haut, et voilà. Donc, il y a au moins une coordonnée non nulle. Et la formule du produit s'écrit, si vous voulez, la hauteur d'un point x égale 1 pour x dans K privé de 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes hauteurs ne peuvent pas se rapprocher indéfiniment de 0. Et donc ça veut dire que le degré est borné. On peut le voir autrement, en d'autres termes. L'ensemble des degrés de f, la hauteur de f c'est exponentielle moins le degré. L'ensemble des degrés de f lorsque f parcourt les sous-espaces de E, cet ensemble-là est majoré. Et donc, je vais pouvoir définir ainsi le polygone canonique associé à E. Alors, je vais faire un petit dessin. Peut-être il est commode de définir également pour I entre 1 et dimension de E. Je vais appeler sigma I de E la borne inférieure des hauteurs de f pour f de dimension I. Et donc là, je vais faire un petit dessin avec en abscisse, on va dire la dimension. En ordonnée, le degré. Et donc je place en un point fixé, je place la dimension de f. Je fais varier f parmi les sous-espaces vectoriels de E. Donc E est fixé. E fixé. Adélique rigide de dimension n est fixé. Donc pour chaque entier, je sais que mon polygone, mon degré ne peut pas aller à l'infini. Le degré est majoré. Donc je prends le plus grand degré pour 1. Donc là, ça s'appelle moins log. Donc là, j'ai un point maximum. Ça correspond, si vous voulez, à moins log de sigma 1 de E. Et puis, peut-être en dimension 2, c'est plus haut ou plus bas. Alors, mettons que c'est plus haut dans un premier temps. Et puis, en dimension 3, bon, c'est peut-être plus bas. En dimension 4, ça revient plus haut. Et puis, voilà, dimension 5 ici, mettons. Et je prends, donc ici, les points que je considère, sont les points d'in de f, degré de f, pour f, sous-espace de E. Donc je mets tous ces points dans mon cadran. D'ailleurs, ils peuvent être négatifs. Il y a pas, bon, là, j'ai mis seulement dans le cadran positif, mais ils peuvent être juste dans un demi-plan. Et je considère l'enveloppe convexe, P de E, on va dire la fonction
la fonction qui est linéaire par morceau. Comment on dit ça? Oui, linéaire par morceau. Qui délimite le contour de l'enveloppe convexe de tous les points dimension de f, degré de f. Lorsque f varie comme sous-espace de E. Donc ça revient à la même chose que de dire de tous les i moins log de sigma i de E lorsque i varie entre 1 et n. Même 0 et n si on veut. Sigma de 0, ça fait 0. On part de 0. Et donc cette fonction-là, c'est délimite l'enveloppe convexe. Je vais essayer de l'écrire comme ça. Hop. Et c'est une fonction concave. Ici, j'arrive à n. Donc ici, à n, je n'ai qu'un seul sous-espace vectoriel qui est E. Donc ici, j'ai le degré de E. N degré de E, disons. Donc à un moment, bon, disons qu'ici, hop, je redescends ici. Voilà, donc ça, cette fonction-là, c'est y égale PE de x. Ça, c'est ce qu'on appelle le polygone canonique. Donc cette fonction a des pentes. Et les pentes vont exactement être ce que je vais appeler les pentes de l'espace adélique rigide. Donc la pente va être la distance entre PE de I et PE de I moins 1. Donc je vais noter μi de E. Donc traditionnellement, on met des chapeaux sur les mu, hein, mais comme pour rester cohérent avec tout ce que j'ai écrit, j'enlève les chapeaux. Et donc j'ai n pentes. Alors par concavité, il est facile de voir que ces pentes sont dans l'ordre décroissant. Contrairement au minima de tout à l'heure qui était croissant avec la dimension, si vous voulez, le i, là c'est dans l'ordre décroissant. Alors la pente mu de 1 donc, est naturellement appelée, vu cette propriété, c'est ce qu'on appelle la pente maximale de E. Et on la note mu max de E. De même, la plus petite des pentes, c'est la pente minimale. Et donc, elle s'écrit mu min. Donc, cette terminologie de pente maximale se justifie encore un peu plus lorsqu'on a le résultat clé suivant, à savoir que la pente maximale est bien en fait aussi le maximum
des pentes de f. Lorsque f varie dans E, f non nul, f varie parmi les sous-espaces vectoriels de E non nuls. Alors, on peut même être plus précis. Donc, il existe un unique espace, un unique sous-espace que je vais appeler E indice des comme déstabilisant. Bon, c'est la terminologie usuelle de E, telle que la pente de ce E des, de ce déstabilisant, est égale à la pente maximale de E. Et E des contient tous les sous-espaces de pente égale à la pente maximale. Donc en ce sens, il est forcément unique. Alors ici, sur mon dessin, E des est dimension 1, parce que la pente maximale est atteinte dès la dimension 1. Si j'avais fait un dessin où j'avais commencé à changer de direction pour le polygone canonique, et que j'avais commencé à changer par exemple de direction en dimension 2, mon E des, mon déstabilisant était de dimension 2. Bon. Donc là, le dessin est vraiment un cas très, très simple. Dans la vraie vie, malheureusement, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais l'espace déstabilisant n'est pas de dimension 1. Il ne faut pas se fier entièrement à ce dessin. Alors, la démonstration est un peu longue, donc je ne vais pas la faire. Je vous laisse voir les notes. Disons qu'elle est... Donc, moi, je me suis inspiré pour faire la démonstration du texte de Bost et Chen, paru en 2013, qui est dans la bibliographie des notes, qui travaillait sur Q-bar, parce qu'il faut faire attention que comme on est sur une extension algébrique de Q, on ne peut pas utiliser certains arguments de finitude que l'on voit parfois sur les corps de nombres. Donc il faut être plus prudent, mais je peux quand même dire que l'argument clé, c'est le fait qu'on a il y a un formalisme global sur les polygones canoniques. Je vous renvoie également à un article de Wei Chen qui est dans la bibliographie, qui donne un formalisme assez général. Mais l'argument clé, c'est cette propriété que j'ai mentionnée la dernière fois pour les hauteurs et les degrés, à savoir que si vous avez deux sous-espaces d'un même espace adélique rigide, deux sous-espaces F et G, le degré de l'un plus le degré de l'autre est majoré par le degré de la somme et plus le degré de l'intersection. Si on n'avait pas ça, si on avait un terme d'erreur ou je ne sais pas quoi, ça ne marcherait plus. Alors, je vais garder encore un petit peu mon polygone canonique, quitte à effacer ici. On va dire qu'un espace est semi-stable si la pente de E, si E égale E des, égale le déstabilisant, c'est-à-dire la pente de E est égale à la pente maximale.
Donc exemple d'espace semi-stable, E égale Kn. La pente maximale de Kn, c'est 0. En fait, tout est... Donc dans ce cas-là, le semi-stable sur le dessin, ça veut dire que le polygone canonique est simplement une droite. Un morceau de droite, disons. D'accord, ça c'est semi-stable. Vous avez n ici. Là, vous avez 0, dimension, degré. Il y a d'autres? Oui, mais ils sont tous contenus. Il n'y en a qu'un espace, il n'y a qu'un espace déstabilisant de dimension maximale. Enfin, il n'y en a qu'un qui a cette propriété de contenir tous les autres. Là, j'ai un espace E qui est dimension forcément maximale, puisqu'il est plus grand. Si E est de pente maximale, il est Voilà, voilà. E est inclus dans le déstabilisant, qui lui-même est inclus dans E, donc il y a égalité. Alors, donc avec ça, je peux maintenant définir la filtration de Harder-Narasimhan. À savoir, donc, qu'est-ce que c'est que cette filtration? Donc, on a une filtration définie, donc je vais juste écrire la notation, E0 égale 0 inclus strictement dans E1, inclus strictement dans le suivant, jusqu'à En qui vaut grand E, tel que, donc caractérisé par la propriété que le quotient EI plus 1 sur EI et l'espace déstabilisant du quotient E sur EI. Pour I entre 0 et n-1. Autrement dit, vous partez de E, vous prenez le déstabilisant, ça il s'appelle E1. E1 c'est le déstabilisant. Puis vous faites E sur E1, vous quotientez par le déstabilisant, vous reprenez le déstabilisant et vous obtenez ainsi un espace E2. Et vous continuez de cette façon jusqu'à, forcément par une raison de dimension, arriver à E. Ok, donc ça c'est la filtration de Harder-Narasimhan, que je vais abréger en filtration HN, Harder-Narasimhan dans la suite. Donc par définition, les pentes, pas tout à fait par définition, mais il est assez facile de voir que les pentes successives des quotients sont strictement décroissantes. Je prends les pentes comme ça. Donc E1, bon là j'ai E1 quoi. La pente de E1 c'est la pente maximale de E. C'est la pente de déstabilisant, donc c'est la pente maximale de E. Alors où sont les EI sur le dessin? Eh bien, ils sont là. Là, vous avez un... je vais écrire E1 ici, pour dire... bon, ici, E1 est donc de dimension 1, et son degré est le point qui est là. Donc, tous les changements de cap, alors là, ce n'est pas totalement évident, mais imaginez qu'il y a un changement de cap, j'ai mis une étoile. Là, il y a E2. Là, il y a E3. Donc, vous voyez qu'entre E2 et E3, il y a un saut de dimension. Enfin, il faudrait le voir en tout cas.
E4. Et puis ici, il n'y a que 5 paliers dans la... Il n'y a que 5 paliers dans la filtration. Ou 6 avec 0. Là, vous avez E0. Et ça, c'est un théorème. Hein, c'est pas immédiat à avoir. C'est un théorème, à savoir que la filtration de Hörder-Narasimhan correspond au changement de direction, au changement de pente du polygone canonique. Donc, théorème. Alors, c'est donc l'ensemble des points où P de E n'est pas différenciable. Ce qui revient à dire qu'il change de pente. Hein, P de E est de toute façon linéaire par morceau. Et donc, les points en question sont forcément des entiers. Donc ici, les x varient dans 0n. Je parle des abscisses. Ça correspond exactement à l'ensemble des dimensions des EI, avec donc EI qui sont la filtration de Hörder-Narasimhan de E. On peut être... donc on a précisément les points de la filtration, le P2 de x est atteint et vaut le degré de i. Et on peut aussi dire donc que les pentes de P de E correspondent à ces nombres-là. Donc là, vous avez moins de nombres qu'il n'y a de pentes. Il y a n pentes, dimension de pentes, et là, il y en a un peu moins selon la taille de la filtration. Mais donc, ce qu'il faut dire, c'est que l'ensemble, enfin, j'ai un énoncé plus précis dans les notes, hein, mais l'ensemble des pentes de E correspondent à l'ensemble des pentes des quotients EI-1 sur EI sur EI-1. Avec, donc il y a des multiplicités. Ok, alors ça c'est un théorème relativement classique. Alors pas tout à fait dans le cadre de l'espace adélique rigide, mais une fois qu'on a le lemme clé que j'ai mentionné, une fois qu'on a l'espace déstabilisant plus la propriété de sous-additivité des degrés, là, degré de f plus degré de g inférieur à degré de la somme plus degré de l'intersection, c'est essentiellement automatique. Donc preuve classique, assez classique. Et ça repose beaucoup sur la convexité, la concavité de P de E. Et en particulier, on en déduit une propriété, une façon d'aborder les mu de I très agréable pour les théorèmes qui vont suivre, à savoir une formule de type minimax. Donc mu I de E, la IM pente du polygone canonique, est égale au maximum sur A des minimums sur B des pentes des quotients A sur B. Alors je vais préciser tout de suite où vivent A et B. Donc on a la formule en sens inverse, minimum sur B, maximum sur A des pentes des A sur B, avec B inclus dans A, inclus dans E sous espace vectoriel, et dimension de B
inférieur ou égal à I-1 inférieur strictement à la dimension de A. Donc vous faites varier A et B de cette manière-là, vous prenez toutes les pentes des quotients et vous obtenez ces MUI de E, avec ces max-min ou min-max. Donc là encore, la démonstration est parfaitement classique et je vais la passer sous silence, puisqu'elle est faite dans les notes. Alors il y a des propriétés de P de E bien connues, et en particulier il y a une propriété remarquable. Alors, on pourrait regarder ce qui se passe lorsqu'on tord E par un espace adélique rigide de dimension 1, ça on sait le faire. Bon, on peut regarder ce genre de propriété, on peut regarder ce qui se passe par dualité. Donc par dualité, ça doit revenir essentiellement à renverser le dessin. Bon, je ne vais pas parler plus que ça. Mais par contre, j'aimerais quand même mentionner l'énoncé suivant, qu'on peut appeler théorème, je pense. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces minima, ces pentes, je veux dire, ces pentes sont des pentes en fait sur Q-bar. Autrement dit, elles sont invariantes par extension algébrique. Donc je prends une extension algébrique de K. Le polygone, en fait, tout, la filtration, le polygone, tout est invariant par extension à K'. Donc je vais dire que le polygone canonique de EK' est exactement le même que celui de E. Et en particulier, la pente de EK', c'est la pente de E. Enfin, la IM pente, c'est la IM pente de E, quel que soit I entre 1 et N. Donc ça, c'est une propriété remarquable qui fait penser donc, que ces pentes vivent sur des espaces adéliques rigides sur Q-bar. On peut toujours étendre à Q-bar, ça ne change pas les pentes, alors que ça change les autres minima introduits précédemment. Alors la démonstration, là encore, est relativement classique. Donc je vais juste mentionner quelques ingrédients. Donc il y a... Alors, ce qui est toujours vrai, c'est que, enfin, ce qui est toujours facile à voir, c'est que le degré, c'est que le polygone canonique sur E est plus petit que celui sur EK'. Ça, c'est facile. Parce que c'est juste dire que le degré de f d'un sous-espace, c'est aussi le degré de son fk'. Donc celui-ci est inférieur à PE de k' de la dimension de f. Et donc voilà. Donc ça, c'est facile. Et donc ce qu'il faut voir, c'est l'inverse. Et là, on a un argument de type galois. Alors on peut supposer, grâce à cette première propriété, que K' est galoisien sur K, et même que K' égale Q bar, si on veut, K bar. Et donc il y a un argument de Galois, on permute, en fait, on permute les EI grâce à cet argument de Galois, mais comme il conserve le même degré, et comme il y a unicité du EI qui est sur les changements de pente de P de E, ces EI sont eux-mêmes invariants par Galois. Et ensuite, donc Galois, on va dire que sigma de EI égale EI. Pour sigma, alors les EI, ici, je parle de la filtration de EK'. Donc je peux supposer K' galoisien sur K. J'ai cette propriété
Et ensuite, il y a encore un petit travail pour montrer, avec un argument de trace, disons, pour montrer qu'il y a, que ces espaces-là, en fait, correspondent bien aux espaces de la filtration de Harder-Narasimhan de E, tensorisés avec K'. Bon, là, je passe sous silence ces détails, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas tellement définir toute la théorie des minima, des pentes, étudier les pentes en soi, c'est plutôt les comparer aux minima que j'ai introduits précédemment. Donc, je n'aurai pas besoin de propriétés très fines de ces pentes, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces pentes, en général, se comportent mieux, en tout cas par extension des scalaires, que les minima que j'ai introduits avant. Voilà. Et donc, en correspondance, tout à l'heure, j'ai dit que le premier minimum d'une somme directe était le minimum des premiers minima de chacun des éléments de la somme. Eh bien, on a une sorte de proposition analogue pour les pentes maximales. Donc, je prends E1, En, espace adélique rigide sur K. La pente maximale d'une somme directe est égale au maximum des pentes maximales. Et par dualité, un argument de dualité, parce que donc j'en ai pas trop parlé, mais donc on a un argument de dualité du type le dual de E a sa pente égale à l'opposé de la pente n plus 1 moins i de E. Donc par dualité, on a facilement que la pente minimale de la somme directe est égale au minimum des pentes minimales. Ici, les notations sont maladroites. Bon, enfin, la E1, En n'a rien à voir avec la filtration de Harder-Narasimhan que j'ai introduite précédemment. C'est malheureusement la même notation. Mais ici, c'est des espaces adéliques rigides quelconques. Je fais la somme directe ou le produit et je prends pente maximale et pente minimale. Bon, là, il n'y a aucune difficulté dans cette. C'est plus. Donc, c'est une propriété à mettre en relation avec lambda 1 d'une somme directe. Donc maintenant, j'ai défini plusieurs types de minima, les pentes de E, et j'ai tout ce qu'il faut pour comparer tous ces nombres et pour commencer à entrer, donc pour faire en quelque sorte de la géométrie des nombres. Parce que le premier théorème de Minkowski consiste précisément à comparer le premier minimum d'un réseau avec le volume du réseau. Donc, c'est-à-dire, chez nous, le premier minimum d'un espace adélique rigide avec sa hauteur. Alors, on peut aussi faire d'autres comparaisons, et c'est ça qui va nous intéresser ici. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment comparer minima et pentes et pas les minima entre eux ou les choses comme ça. Commençons par les minorations pour avoir des choses simples en tête. À savoir donc le lemme clé, qui est très simple, mais il faut quand même l'avoir en tête. C'est que le premier minimum de E exponentielle la pente maximale de E. Donc la pente maximale, c'est pareil que la première pente.
est supérieur à 1. Donc ça, c'est juste la définition de ces objets. La preuve, il s'agit juste de dire que si X, E est un espace adélique rigide, bien sûr, de dimension n. Il s'agit juste de dire que si X est dans E, non nul, alors son degré c'est le moins log de la hauteur. Ça, c'est le degré de la droite engendré par X. Eh bien, ce degré est certainement inférieur, par définition, à la valeur en 1 de P de E. Vous voyez comment on a construit P de E. C'est certainement au-dessus de n'importe quel degré d'un espace de dimension 1. Et par définition, cette pente en 1, c'est exactement mu1 de E. Donc vous remettez ça ensemble, vous faites tendre X vers le minimum, de telle sorte que la hauteur tende vers le premier minimum de E, et vous avez gagné. OK. Alors, donc cette propriété, en fait, est un analogue, alors une généralisation, je devrais dire même. Oui, on peut le dire comme ça. Généralisation du fait bien connu. Donc, ce qu'en géométrie différentielle, on appelle parfois inégalité de Liouville, qui ici, en fait, ça généralise quoi? Ça généralise le fait que si vous prenez un entier non nul, eh bien cet entier est supérieur à 1 en valeur absolue. Ça va. Eh bien, une version généralisée, c'est l'inégalité qui est écrite là. Donc évidemment, ça c'est très utile. Beaucoup de preuves de transcendance sont basées sur des généralisations de ce fait, du fait qui est là. Et donc c'est ce qu'on utilise aussi dans les preuves actuelles. On utilise des variantes de cette minoration qui est l'inégalité de Liouville. Alors on obtient tout de suite, immédiatement, une généralisation pour les autres minima, à savoir que quel que soit I entre 1 et la dimension de E, le IM minimum de Bose-Chen multiplié par la pente IM de E est supérieur à 1. Et donc cette propriété en fait est vraie pour tous les minima, puisque les autres, les lambda I avec I en bas et Z de I de E sont supérieurs à celui-ci. Alors comment on obtient ça? C'est très simple. Vous prenez E sur F avec F de dimension inférieure à I-1. Vous appliquez l'inégalité précédente. Donc vous avez le premier minimum de lambda 1 de E sur F, exponentielle la pente maximale, est supérieure à 1. Maintenant, vous vous rappelez la définition de lambda I de E, comme ça. Le lambda I de E, c'était un suprémum sur tous les F possibles de dimension inférieure à I-1, un suprémum de cette partie-là. Donc vous majorez cette partie-là par lambda I de E, et vous gardez encore la pente maximale, donc là on va écrire max, la pente maximale de E sur F, et vous utilisez maintenant la formule du minimax pour retrouver mu I de E. Mu I de E, c'est le minimum sur tous les F des pentes maximales
sur tous les f de dimension inférieure à i-1 des pentes maximales de E sur f. Donc par ce jeu, vous avez une généralisation gratuite, assez facile, du lemme-clé pour tout i entre 1 et n. Et vous obtenez, en particulier, lorsque vous obtenez une inégalité d'Adamard, ce qu'on appelle l'inégalité d'Adamard, à savoir le contrôle de la hauteur de E d'un côté, disons, par le produit des minima. Donc là, vous pouvez mettre les minima que vous voulez. On va mettre les plus petits. Mais c'est vrai pour tous, puisque, voilà. Donc pourquoi c'est vrai? Donc là, c'est juste, on fait le produit des inégalités précédentes pour i qui varie entre 1 jusqu'à n, et on utilise le fait que la somme des pentes est égale au degré. Puisque alors je vais l'écrire comme ça, la somme des mui de E, vous revenez à la définition, hein. Mui c'est PE de I moins PE de I moins 1, donc les pentes se simplifient 2 à 2, enfin les PE de I plutôt se simplifient 2 à 2, et vous obtenez ici le degré, PE de n, qui est le degré de E. Et vous obtenez comme ça une inégalité d'Adamard, qui est très utile et qui permet surtout de comprendre ce qu'on fait après, puisque là j'ai essentiellement tout dit sur les minorations simples que l'on sait faire. Enfin, c'est vraiment voilà, cette chose-là qui est très importante à avoir en tête. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder ces quantités-là, ou celles-ci divisées par la hauteur, et de regarder des majorations en fonction de la hauteur. Et là, c'est un autre problème. Là, c'est le problème premier et second théorème de Minkowski, un peu généralisé dans tous les sens. Alors, je vais pouvoir peut-être commencer un petit peu, histoire de vous donner un parfum de ce qui va arriver ensuite. Oh, oui, il y a égalité de temps en temps, hein, c'est optimal. Si vous prenez E égale Kn, l'espace standard, tout vaut 1 ici, ici aussi. Donc là, c'est optimal, on ne peut pas mettre de constante ici. Une somme d'espace de dimension 1. Qu'est-ce que tu as dit? Il y aurait égalité. Oui, oui. Faut voir. Probablement, oui. Oui, oui. Non, c'est dur de réfléchir là. Je vais... En tout cas, la hauteur de la somme directe, ce sera le produit des hauteurs. Donc, s'ils sont chacun de dimension 1, c'est le produit des hauteurs, des lambda 1 de l'espace. Et ici, le lambda i d'une somme directe de... voilà, je pense que... Oui, je pense qu'il y a égalité. Ouais. Bah après, est-ce qu'on a tous les cas d'égalité comme ça? Je ne sais pas. Voilà, je ne pense pas. Et donc, ce qui va nous intéresser dans la suite, va plutôt, ce qui n'est pas trivial, hein, tout ce chapitre minoration est facile, hein, vous voyez. Par contre, ce qui est difficile concerne les majorations. Et alors là, c'est la jungle un peu aussi. Donc je vais introduire diverses constantes. Donc j'ai un entier n, j'ai k
jusqu'à une extension algébrique, n entier supérieur à 1. J'ai envie d'introduire donc l'équivalent de la constante d'Hermite à une racine carrée près. Donc je prends le sup sur tous les espaces adéliques de dimension n des lambda 1 de E divisé par h de E puissance 1 sur n. Bon, là c'est bien, ça dépend pas, il n'y a pas d'étoile, puisque tous les lambda 1 étoiles ont le même lambda 1. Voilà. Alors ça, on peut l'écrire si vous préférez. Hein. En géométrie d'Arkelov, on écrira plutôt lambda 1 de E comparé à l'exponentielle de la pente de E. Donc je ne dis rien pour ces sur ces constantes pour l'instant, j'en parlerai la prochaine fois. Là, je me contente de les définir. Donc CNK va être la deuxième constante de Minkowski, à savoir que maintenant je fais un produit des minima, des n minimum de E, je quotiente par la hauteur et je reprends la puissance 1 sur n. Donc toujours un sup sur les dimensions, sur tous les espaces adéliques rigides, hein, E est rigide, tous les espaces adéliques rigides de dimension n. Et enfin, donc là ça dépend de étoile. Hein. Étoile, je vous rappelle, c'est soit les minima de Bost-Chen, soit les minima de Roy-Sonder, soit ceux de Zhang. Et j'ai également envie de considérer, pour tout i entre 1 et n, une constante CIN de K qui va être la borne supérieure des lambda i étoiles de E exponentielle mu i de E. Alors juste une remarque pour conclure. Donc là, j'ai défini des nombres qui sont des suprémums de nombres qui eux-mêmes peuvent être éventuellement infinis d'ailleurs. Celui-ci, lorsque étoile vaut z et que l'on est avec l'accord de North-Scott, chacune des quantités, enfin pour n supérieur à 2, chacune des quantités est égale à l'infini, donc le sup aussi. Donc ces constantes peuvent être infinies. On verra la prochaine fois, on verra quel est le bon cadre. Le bon cadre, ça va être fait pour. Hein. Le bon cadre pour que ces constantes soient finies. Et juste une remarque, on peut remplacer chacun. Donc là, il y a un lemme technique, c'est horrible, mais bon. On peut remplacer chacun des sup sur la dimension, sur les espaces adéliques rigides de dimension n, par des sup sur les sous-espaces, sur les hyperplans alors ici je vais garder la notation E, hyperplan de Kn plus 1. Donc hyperplan c'est un espace de dimension n avec la structure induite par l'espace standard Kn plus 1. Alors ça peut paraître étonnant, mais en fait c'est pas plus général de ne considérer que les hyperplans de Kn plus 1 avec la structure standard que de considérer un espace adélique rigide quelconque. Du moins pour ces sup. Hein, pour ces choses-là, ça revient au même. Bon, je ne dis pas que ça simplifie la vie énormément,
On va me dire que ça ne simplifie pas grand-chose. C'est juste, moralement, c'est agréable de savoir ça. Bon, voilà. Donc je vais m'arrêter là et la fois prochaine, je vais parler de ces constantes en détail. Merci.